La noblesse de la boue. Chapitre 4. H moins le quart. Heure de la relève. Monsieur Allens remplace lui-même Dominique derrière le bar durant sa pause. Elle n'est pas mécontente de le voir apparaître et lui cédera volontiers sa place. Son enthousiasme n'a pas souffert du délai, bien au contraire. Elle a l'impression d'exister enfin pleinement. Comment a-t-elle pu se satisfaire de cette vie au rabais à l'économique menée jusqu'ici? C'est un rituel. Au moment de la relève, Dominique fait le tour de toutes ses tables pour encaisser les consommations, changer les cendriers et nettoyer. Elle s'empresse sans pour autant donner à ses clients l'impression d'être bousculée. Elle a un mot gentil, un sourire pour chacun, même pour le Pouffine qui n'a pu une fois de plus s'empêcher de tirer sur le nœud de son tablier. Oui, c'est ça, formidable Pouffine. Une patience gratuite sans arrière-pensée. Les pourboires ne sont pas de mise dans cette région du globe. Si un jour elle s'en va, ils garderont d'elle un excellent souvenir. C'est là sa seule satisfaction. Elle gagne peu, vit logée et nourrie, économise presque tout. Elle n'a jamais calculé ni convoité le bien d'autrui, profondément dégoûtée par les méthodes répréhensibles dont elle a longtemps été témoin. « Pardon, je termine mon service, j'aimerais encaisser. Je reviens à 19h. Vous ne bougez pas. » Joe, bien installé, les pieds sur la chaise lui faisant face, doit se lever pour extraire son portefeuille de la poche arrière de son pantalon. Il ne répond rien à ce qui ressemble, il faut bien le reconnaître, à un ordre. Vous ne bougez pas lui convient tout à fait. Il a craint un moment qu'elle se soit ravisée et ait changé d'avis. Tout à fait rassuré, il va pouvoir rêvasser à la pluie d'or qui va bientôt lui tomber sur la tête, et ceci sous l'œil de la police. N'est-ce pas là le meilleur des alibis? Faisant à nouveau face au comptoir chargé comme une bête de somme, Dominique surprend les deux enquêteurs en complot avec M. Allens. Il l'observe d'un œil appréciateur, hochant le menton et souriant bêtement. Dominique comprend qu'elle est certainement la cible de propos assez peu originaux des garçons sur les filles qui n'ont guère évolué depuis la cour de récréation. Dominique est sereine, il ne s'agit certainement pas de son contrat de travail. Le père Allens n'aime pas trop s'étendre sur le sujet, il rigolerait moins, et elle aussi. Le fait de ne pas être déclaré lui a permis de gommer de sa mémoire son identité et du même coup jusqu'à la couleur des yeux de ses parents. Souriez les mecs, vous n'avez pas fini de discuter et de ricaner jusqu'à ce soir. Joe ne bougera pas de sa chaise, sauf peut-être pour utiliser les sanitaires. Vous pourrez l'accompagner, vous ne serez pas déçus. C'est une certitude, il vous faudra une bonne dose de patience et d'imagination pour tenir jusqu'à ce soir quand vous rédigerez votre rapport. Je doute que vous ayez encore envie de rigoler à mon retour à 19h. Au revoir tout le monde. Elle quitte enfin son poste de travail pour s'envoler vers cette nouvelle vie. En scène, Dominique. Cet envol nécessite cependant une transition par sa chambrette. Comme tout le personnel, elle loge au second étage de l'établissement. Le Pouffine y a aussi une modeste chambre louée à l'année, à moindre frais, mais qui a tout de même l'avantage d'être entretenue par les femmes de chambre, comme celle des clients normaux du premier étage. Dominique prend grand soin de ses vêtements de travail, elle les pose bien à plat sur son lit et les troque contre son survêtement, ses chaussures de marche et son caouet au cas où. Il est assez rare qu'elle ne sorte pas faire une petite marche dans les alentours pendant sa pause. C'est l'impression qu'elle veut donner, bien qu'aujourd'hui les initiés puissent se demander pourquoi son sac à dos. Méprisant l'animation en bordure de rivière, elle distribue cependant avec générosité sourires et paroles aimables au visage familier. Elle va donc marcher en direction du pont du Diable. Il n'y a rien d'autre à faire ici de toute façon. Sauf bien entendu qu'aujourd'hui, elle pourrait se joindre au badaud plus en aval et hurler ses encouragements aux participants. « Je vais marcher, c'est clair ?
Bon, si on vous demande. Mais où donc? Au Pont du Diable. Oui, je sais, les participants n'y sont plus depuis belle lurette. Une fois passé le pont de pierre, notre héroïne ne rencontre plus personne, la course se déroulant maintenant beaucoup plus bas. L'air distant, elle remonte d'un pas décidé, se rapprochant de la demeure des Davidson. Dominique connaît bien cette maison pour y avoir été invitée et reçue par Lady Anna. D'architecture rigoureuse car construite de pierre sombre, elle pourrait sembler austère comme les constructions voisines, il n'en est rien. À travers les rayons obliques d'un soleil triste se dégage quelque chose de magique, d'enchanté de la maison de Lady Anna. Chaque fenêtre est également agrémentée de jardinières débordant de merveilleux bienfaits. D'abord, elle vous surprend gaiement au détour du chemin, reposant sur un enclos magnifiquement agencé et divinement fleuri en cette saison. Un treillage de jardin quadrille la façade de tons et de senteurs diverses et délicats. Cet ensemble est la fierté de ses occupants, un peu comme leur enseigne professionnelle, la preuve d'un goût exquis validant leur talent de décorateur. Quand Sidi est de repos à l'auberge, il vient les aider à l'entretien des extérieurs. Il les soulage des travaux les plus pénibles. Ce qui donne à cette maison une touche si singulière, c'est par-dessus tout sa véranda, une véritable œuvre d'art, aussi finement ciselée qu'une dentelle blanche. Elle évoque ces cages précieuses pour oiseaux paradisiaques rencontrés dans les contes de fées. Ici, la magicienne aux doigts d'or ne peut être que Lady Anna. C'est ici précisément dans cet écrin qu'elle officiait. Elle pétrissait, modelait, sculptait, émaillait. Aidée de mirettes et d'ébauchoirs, elle ne se lassait pas de transformer de vulgaires blocs d'argile en vases et objets divers. Elle anoblissait cette humble matière qu'elle élevait jusqu'à l'art. Voilà à quoi s'occupait Lady Anna en attendant son artiste d'époux. Dominique aimait la regarder travailler, la regarder tout simplement. Au-dessus de ses mains boueuses, son sourire resplendissait plus encore. C'est d'ailleurs dans cet atelier véranda qu'elle est certaine de trouver la statuette convoitée. Tout en progressant d'un pas allègre, elle s'interroge, n'aurait-elle pas rêvé, ne s'agit-il pas d'une mauvaise farce? Elle n'accepte toujours pas la sinistre nouvelle. Lady Anna est si présente dans son esprit qu'elle ne serait pas surprise de la voir l'accueillir chaleureusement, bras ouverts, s'offrant avec gentillesse. Elle n'a jamais donné l'impression d'être dérangée, elle avait le temps, aussi peu de temps. Afin de se donner meilleure conscience suivant le cheminement de sa pensée, Dominique se dit ensuite que Lady Anna préférerait la voir arriver, elle, même sans invitation, plutôt que cet individu si particulier. Sa vague ressemblance avec Christopher n'aurait probablement pas suffi à la mettre en confiance. Et puis si elle était là, Lady Anna, la jeune barmaid n'aurait eu qu'à regarder l'objet avec la dose adaptée de convoitise, sans même en formuler la moindre demande, pour se le voir offrir. Ne lui a-t-elle pas proposé d'emporter une poterie? À chacune de ses visites, notre Dominique n'a jamais osé accepter. Aujourd'hui, c'est bien différent. Elle vient chercher son dû. La pertinence de son raisonnement aura raison de ses derniers scrupules. Le choc de la réalité ne tarde pas à s'imposer à la jeune femme quand, au détour du chemin, la maison enchantée lui apparaît, soudain, fidèle à son souvenir, mais gardée comme un vulgaire malfaiteur par 2 gendarmes en uniforme. 2 flics réglementaires à 3 pas de leur véhicule de police et à moins de 2 mètres de la porte de la véranda. À aucun moment Dominique n'a pensé que ce havre de paix puisse faire l'objet d'une telle surveillance. Quel lourd secret entoure désormais cet endroit? Quel mystère se cache derrière cette façade d'opérette? Lady Anna se dissimulait-elle derrière un masque? Dominique s'est arrêté net. Tout son être s'est figé une fraction de seconde, le temps de réaliser, avec soulagement, qu'elle n'a pas été repérée. Heureusement, les agents discutent entre eux et lui tournent le dos, faisant face à la demeure suspecte. Le cœur lourd, elle se laisse guider par son intuition, suivant le petit chemin caillouteux et abrupt qui l'a conduit au pont du diable.
la seule issue possible si l'on exclut le retour à l'auberge, l'échec, retour à la vie normale, la routine et la médiocrité. Voilà un problème de taille. La mission sera donc plus compliquée que prévu et semble même à ce stade gravement compromise. Non, elle n'a d'autre choix que de grimper, la rage au ventre, mue par l'énergie du désespoir. Elle connaît ce petit chemin escarpé qui conduit au sommet. Il lui arrive d'y monter, d'y passer des heures, fermant la porte à ses souvenirs. Certaine de n'y rencontrer personne, seule avec elle-même, cette autre Dominique raisonnable, qui, par une habitude de mollesse géniarde, a toujours su la convaincre de redescendre et suivre docilement le tracé de son existence. Elle a marché vite. Hors d'haleine, elle atteint l'arche naturelle qui enjambe la canche naissante. Dominique se hisse à la force de ses poignets, aussi haut que possible, au risque de glisser et de se rompre le cou. Le pont du diable est la promenade extrême. Ceux qui l'atteignent flirtent avec le vertige du grand voyage. C'est le terminus. La crainte ou l'espoir d'une chute. Elle y sent le souffle divin qui la fait tressaillir. Pas d'autre issue, il lui faudra redescendre. Aura-t-elle la force de sauter ? Trouvera-t-elle le courage de redescendre, avouer son échec, ravalant sa honte ? Qui es-tu, humble petite servante, pour oser vouloir vivre un idéal qui, bien que modeste, semble inaccessible ? Son désir de progression lui revient à la figure comme un rêve au-dessus de ses moyens. Le mirage d'un autre monde supérieur qui la rejette. On ne change pas d'univers à la demande comme on se procure un titre de transport. Ce n'est pas aussi simple. Il lui faudra trouver la bonne porte et oser la franchir. Se confondant presque avec la mousse sur laquelle elle est assise, les jambes pendantes, Dominique regarde tomber ses grosses larmes dans les tourbillons de la rivière naissante. Elle voudrait y vomir son dégoût de la vie. La douleur du manque de valeur peut faire davantage souffrir qu'un défaut d'identité. Sourde et aveugle, elle ferme la porte à ses souvenirs. Elle souhaite disparaître et offre maintenant sa vie sur cet autel au sacrifice improvisé. Sa pauvre existence qu'elle refuse désormais et souhaite rendre comme on se sépare d'un objet sans valeur qui encombre. Mais ce genre de négociation n'aboutit jamais. Elle sombre vaincue au bord du délire, les yeux fermés, elle s'imagine à présent, bras déployés, sautant dans l'eau, survolant avec délice l'abîme du reste de son existence, savourant cette expérience virtuelle, plongeant avec grâce dans la rivière accueillante, chaude, maternelle. Elle s'y sentirait alors chez elle en paix. Peut-être retrouverait-elle Lady Anna. Peut-être lui raconterait-elle alors les secrets de la vie, le mystère de sa mort. À propos, Lady Anna, le cyanure, est-ce agréable au goût ? Il n'y en a qu'une pour s'inquiéter ainsi de la température et de la saveur de la mort. Aurait-elle repris le dessus, cette mijaurée, cette chichiteuse, cette peureuse, celle qui descendrait bien faire face à Joe, lui disant de se débrouiller seule et qui reprendrait ensuite son travail comme si rien ne s'était passé. Mais la rivière aussi la rejetterait. L'eau claire ne veut pas s'embarrasser, elle est froide, glacée même, et sans cœur. Ce petit courant, impatient, sait que les bras invincibles de son promis l'attendent en aval. Par cette alliance fatale avec le Valo, elle sait qu'elle ira loin, qu'elle sera crainte et admirée. Elle sait qu'ils feront ensemble le tour de la terre. Elle sait tout ça. Sa vie, sans cesse renouvelée, est insensible aux pleurs. Dominique aurait-elle alors rencontré une sirène ou un ange au plus profond de son désespoir ? Toujours est-il que la jeune fille vient de trouver l'inspiration, une idée lumineuse. Ça peut marcher, ça va marcher. Sidi, nous l'avons vu plus haut, entretient le jardin et garde la maison des Davidson en leur absence. Il détient la clé d'un cabanon où sont entreposés instruments de jardinage et autres attributs horticoles. Cet abri de jardin est situé légèrement en contrebas derrière la maison. La jeune femme se lève brusquement sur ses jambes. Un grand plouf se fait entendre au-dessous d'elle. Certainement qu'une pierre se sera détachée de l'arche naturelle. Dominique y voit autre chose, comme un signe, convaincue alors d'avoir tordu le cou une bonne fois pour toutes à cette autre elle-même, et de l'avoir précipitée dans l'abîme.
N'est-ce pas l'endroit idéal pour le crime parfait? C'est terminé. Elle s'est délestée de tous ses doutes, de toutes ses réserves. Dominique doit apprendre à vivre différemment pour elle-même, pour elle seule. Au risque de se rompre le cou, elle saute maintenant de pierre en pierre. Elle reprend vie, réactivée par cette énergie nouvelle. Au fond de son cœur, elle sait qu'elle devra user de finesse, évoluer avec prudence. La partie est encore loin d'être gagnée. Ce challenge ne sera pas le dernier. Ceux qui, comme elle, souhaitent évoluer trouvent toujours de nouvelles épreuves à surmonter, de nouveaux sommets à gravir. C'est à présent son choix le plus cher. Sans même examiner ce que chaque aventure pourrait lui apporter de bon ou de mauvais, elle relèvera dorénavant tous les défis. Il lui faut maintenant redescendre à l'auberge. Juste après le niveau de la maison prisonnière, elle réalise qu'il est inutile de transporter ce grand sac à dos au risque d'attirer l'attention. Elle cherche du regard une cachette, décide de le laisser derrière une grosse pierre qui fera très bien l'affaire. Elle se retourne pour s'assurer que son bagage est parfaitement caché. Elle le retrouvera en remontant. Arrivée au Toupin, heureusement du côté opposé à la terrasse et à l'animation, elle aperçoit Madame Allens en discussion avec Sidi. Tous les deux, le nez en l'air, observent les jardinières suspendues au balcon du premier étage. Amusée, Dominique se dit que Madame Allens aura probablement utilisé une paire de jumelles pour y dénicher quelques mauvaises herbes. Mais ce qu'elle ignore, c'est que peu de temps avant son arrivée à l'auberge du Toupin, il s'est produit un incident qui a failli tourner au vinaigre. Les géraniums tombaient en effet trop généreusement. D'une voix mauvaise, un touriste avait interpellé la propriétaire à propos de la barre horizontale du T du mot Toupin. Celle-ci était totalement masquée. L'enseigne n'avait alors plus du tout la même consonance. Il était furieux, à juste titre. Madame Allens, semblant endosser la culpabilité de l'infamie, se débattait. Elle avait même failli chasser Sidi et se débarrasser des jardinières, avant de se raviser. Donc, depuis ce jour, les bacs à fleurs font l'objet d'un contrôle sévère, quasi quotidien. En attendant, tout ceci convient très bien à notre héroïne. Elle n'a pas l'intention de demander la clé à Sidi, ne désirant s'embarrasser d'aucun intermédiaire. Le plus grand silence s'impose, sinon elle aurait tout aussi bien fait de demander la statue au policier. À ce stade du stratège, ce qu'elle craint le plus, ce ne sont pas les femmes de ménage dont la curiosité n'a d'égal que la naïveté. Certes, elle ne manquerait pas de questionner, mais se contenterait de n'importe quelle réponse, fût-ce une énormité. Dominique a décidé, le cas échéant, de les laisser croire à une farce faite à Sidi. N'importe quelle blague ferait l'affaire et suffirait à satisfaire les deux pipelettes qui s'éloigneraient aussitôt en gloussant. Mais avec Jean-Paul, le fils Allen, c'est une autre histoire. Si vous ne souhaitez pas être vu de lui, il apparaîtra à coup sûr. Il est partout et lui ne se contentera pas d'une vague réponse. Il approfondira, insistera pour participer. Elle a donc pour impératif d'échapper à Jean-Paul. Pas rassurée, elle ne l'a vu nulle part. Il peut donc être partout. Dominique a adapté son rythme de pas. Elle gravit maintenant sans hâte les 2 étages qui conduisent aux chambres du personnel. Personne en vue. C'est encore plus lentement, aussi discrètement que possible, qu'elle passe devant sa propre chambre. Après avoir regardé une nouvelle fois derrière elle, elle s'achemine maintenant jusqu'au bout du couloir, s'immobilise le cœur battant devant la porte de Sidi. Personne ne ferme sa porte à clé dans ce milieu où l'on échange les savonnettes. Une telle précaution serait même suspecte. Non sans remords, elle pousse la porte. Elle n'a aucune difficulté à trouver la clé. Dans cette chambre de la taille d'une cellule, il n'y a pas 36 cachettes. Elle apparaît en évidence, accrochée à une étagère, impossible de la confondre avec l'antivol de la mobilette. Le brave garçon n'en saura rien. Il suffira de la remettre en place. Tout semble si simple, un petit peu trop facile. Dominique, méfiante, ne relâche pas sa vigilance. Elle sort de la chambre aussi prudemment qu'elle y est rentrée. Elle s'enhardit en descendant l'escalier. Pas un chat à l'horizon, les dieux sont avec elle.
Toute l'animation est localisée au bar et en bord de rivière. Pour une fois qu'il s'y passe quelque chose, nul ne saurait les blâmer. En temps normal, ces allées et venues auraient certainement suscité les curiosités. C'est donc, sans le moindre problème, sans perte de temps, que Dominique, clé en main, rebrousse chemin et récupère son sac à dos. Cette fois-ci, elle passera de l'autre côté, empruntant le petit sentier en contrebas, sans risquer de se faire remarquer par la police. Elle atteint de cette façon le caveau qu'elle découvre comme une crypte fermée par une grille de fer. Cet endroit n'est visible ni du chemin ni de la maison. La clé tourne sans difficulté dans la vieille serrure. « Jackpot !» se dit Dominique. Aussi souple et silencieuse qu'un renard, retenant son souffle et regardant une dernière fois derrière elle, tire la grille avec délicatesse avant de la refermer sur elle, soulagée et surprise de n'avoir pas rencontré davantage de difficultés. Elle se sent protégée, consciente cependant de n'avoir jamais été en si mauvaise posture. Si elle est aussi satisfaite d'elle-même, ce n'est pas uniquement dû au fait d'avoir dérobé une clé rouillée à un ami, ni de s'être enfermée dans ce débarras, parmi pelles et pioches. Non, Dominique sait que l'extrémité de cet endroit exigu débouche sur un conduit très étroit qui mène directement à la véranda et que celle-ci communique avec le reste de la maison. Il fallait connaître la maison et ses habitants pour avoir eu vent de ce passage. Il fallait être présent le jour où Lady Anna avait laissé Christopher partir avec leurs 2 trousseaux, se trouvant de ce fait dans l'incapacité de rentrer chez elle. Dominique se souvient qu'elle avait alors demandé à Sidi la clé du cabanon. Elle leur avait raconté une histoire de lavoir et d'écoulement d'eau datant de l'époque de la construction de la propriété, bien avant l'installation du service d'eau. Cette espèce de puits construit en longueur n'a jamais été comblé. Et ça, évidemment, ce n'est pas monsieur Joe Bennett, tout droit sorti de nulle part, aussi fort soit-il, qui aurait pu le deviner. Pas plus que les imperméables, ni heureusement les gendarmes en faction devant la maison. La véranda, comme souvent, est située dans le pignon de la maison. Dominique devra être prudente. Elle n'aimerait pas avoir à rendre compte à la police du fait de sa présence. Même en supposant que Joe ait été informé de l'existence de ce passage, sa corpulence ne lui aurait pas permis de l'emprunter. Dominique doit une nouvelle fois laisser son sac à dos derrière elle. C'est à 4 pattes, presque en rampant, qu'elle se faufile et remonte à grand-peine le conduit. Elle a très peu de marge de manœuvre et espère seulement que la statue à rapporter ne sera pas trop volumineuse. Dans ce couloir sombre et humide d'une 15aine de mètres où les araignées ont filé leurs toiles, Dominique craint une mauvaise rencontre du genre tête-à-tête avec un rat ou autre nuisible. Alors que, soulagée, elle atteint son objectif, une nouvelle inquiétude s'installe, le manque de luminosité. Quel sera précisément son point de chute qu'elle n'ose imaginer? Or, c'est derrière le four qu'elle se découvre tout à fait rassurée. Tout ne va pas si mal, elle n'est pas perdue. L'endroit lui est familier. Ce four de potier est suffisamment haut et large pour l'abriter. Elle peut s'y déployer et tirer ses membres tendus, surveillant cependant son ombre qui pourrait la trahir. De sa position, elle aperçoit la silhouette des 2 contractuels et les entend parler. Pour l'heure, tout est calme. Ils se préoccupent de la météo. Les pauvres bougres doivent s'ennuyer à mourir. Dominique se jure bien de ne pas troubler leur sérénité. Elle ne bougera pas avant d'avoir localisé la statue recherchée. Il lui faudra également évaluer la distance et son angle d'action. Les yeux fermés, elle visualisera alors les mouvements à adopter, comme un sportif qui doit se familiariser avec un circuit. Elle sera extrêmement silencieuse, ne s'autorisant pas le moindre bruissement. La plus infime maladresse pourrait lui être fatale, elle le sait. Son cœur bat maintenant à déchirer sa poitrine. Dominique tente de se calmer, se mentir, penser à autre chose. S'imaginant ailleurs, les yeux clos, elle tente de contrôler sa respiration. Et voit Joe Bennett, grand et costaud, remontant le conduit et guettant, là, derrière le four, le moment propice.
Elle l'imagine ensuite tel qu'il est, certainement à cet instant, installé confortablement à la terrasse. Elle voit aussi les deux imperméables qui doivent commencer à s'impatienter. Ces visions ne la rassurent pas. Elle ne peut agir avant d'avoir recouvré ses esprits. Un réel effort d'imagination, cette fois, la projette sur un plateau de télévision, participant à un de ces jeux, promettant une montagne de cadeaux à ceux qui sauront défier les embûches d'un parcours infernal. Au moment où elle ouvre les yeux, son regard comme aimanté se fige sur un nu de terre cuite, représentant une femme à genoux d'environ 25 cm de hauteur. C'est alors que, se croyant frappée d'un strabisme foudroyant, elle se frotte énergiquement les yeux car, tout près de cette statue, apparaît un second nu féminin représentant cette fois une femme allongée se tenant négligemment la tête. Sans doute que la loi des séries aura décidé de démontrer sa théorie. Toujours est-il qu'une troisième figurine semble narguer cette fois sur l'étagère inférieure. Celle-ci représente une femme debout, bien plantée sur ses jambes, consciente de l'effet produit. Ça m'aurait étonné, il aurait pu être plus précis, se dit alors Dominique. Mon Dieu, dans quelle galère s'est-elle fourrée. Machinalement, son regard se promène cherchant encore, au cas où. Ce sont bien là les seules et déjà trop nombreuses statuettes. À la réflexion, Dominique ne se souvient pas d'avoir déjà vu ce genre de création chez Lady Anna. Elle les observe, ne les trouvant pas particulièrement attirantes. En fait, elle les déteste, autant pour ce qu'elles représentent que pour leur style en lui-même. Elle les juge ordinaires, presque vulgaires, ne ressemblant en rien à l'artiste ni à ses autres créations rangées sur les étagères en attente de cuisson ou d'émaillage. C'est dans ces émaillages que Lady Anna excelle. D'abord par trempage, puis par coulage, elle superpose savamment les couleurs au gré de sa fantaisie et de son humeur. C'est du soleil et du bonheur qui sort de son four. Les trois nus, tout au contraire, sont figés, ternes, sans visage, d'aucun intérêt artistique. C'est du moins l'opinion de Dominique, cette barmaid inculte qui admet ne rien y entendre. Les goûts et les couleurs. Le ciel s'obscurcit brusquement, la véranda se couvre soudain d'un voile gris. Elle consulte sa montre. Il est encore tôt pour voir l'ombre tomber des arbres. Juste un vilain nuage vient masquer le soleil et lui rappelle qu'il faut agir, ne pas s'endormir sur la besogne. Par chance, par une délicate attention, les trois pièces d'argile ont été rassemblées. L'angle d'attaque sera donc le même. Elle devra cependant opérer à 3 reprises. Elle repère maintenant les seaux, tamis et bidons qui jonchent le sol qui, comme autant de handicaps, pourraient la gêner. Elle anticipe sa première saisie, allant jusqu'à prévoir où placer chacun de ses pas, à l'aller comme au retour. Il ne lui reste plus qu'à attendre le moment propice qu'elle ne provoquera pas. Dominique n'eut pas patienté plus de 2 minutes avant que de grosses gouttes de pluie ne s'écrasent lourdement sur le verre de la véranda. D'abord éparses, comme pour lancer le tempo, elles annoncent une averse réglementaire aussi généreuse que bruyante. Les gendarmes s'abritent aussitôt sous le porche de la porte principale, s'éloignant suffisamment de façon inespérée. La voie libérée, la jeune femme va enfin pouvoir entrer en action. Le ciel déchaîné est avec elle. La pluie mêlée de grêle tombe maintenant dans un vacarme à faire vibrer la structure de la verrière et trembler les poteries. Dominique est maintenant à l'aise. Il lui faudrait faire exprès pour couvrir ce bruit et attirer l'attention. Elle décide néanmoins de s'en tenir à son plan initial. Recroquevillée derrière le four, elle s'apprête à bondir. À l'instant où elle va finalement plonger, retenant son souffle, elle s'aperçoit que son kawaii rouge n'est pas adapté, risque de la trahir, et en outre de gêner ses mouvements. Elle s'en débarrasse prestement, il n'y a plus une minute à perdre. Avec la souplesse et la précision d'un félin, elle rampe et se saisit de la première statue, celle située sur l'étagère inférieure. Elle se retranche aussitôt derrière le four, chargée de son butin. Ouf, et d'une. À cet instant, l'idée de n'en rapporter qu'une seule lui effleure l'esprit.
N'était-il pas question d'une seule pièce? Elle pourrait tout aussi bien ignorer les deux autres. Dominique n'est pas malhonnête. Elle refoule immédiatement cette hypothèse. Les choses ne sont pas si compliquées après tout. Elle y voit même un jeu. Elle va profiter de ce déluge providentiel et subtiliser de la même manière les deux autres sans plus perdre de temps. Celles-ci placées au niveau supérieur sont évidemment plus en vue. Elle devra pour s'en saisir se relever légèrement. Sans plus de réflexion, avec la même prudence, elle se projette à nouveau. Sa première prise lui a certes donné de l'assurance, elle est toutefois consciente de devoir demeurer pro jusqu'au bout. Elle se redresse timidement et saisit la statue de droite avec lenteur et méthode. Chacune de ces statues pèse presque 2 kilos. Elle doit les tenir fermement pour ne pas risquer de les voir chuter. À l'instant où elle la serre contre elle, la pluie cesse, aussi soudainement qu'elle s'était mise à tomber. Elle a juste le temps de se retrancher derrière le four protecteur, que le soleil brille à nouveau. Alors que de gros diamants glissent encore des feuilles et tombent comme des fruits mûrs sous le ciel uniformément bleu. La cage de cristal se trouve immédiatement baignée par les rayons taquins. Les policiers ne perdent pas de temps pour sortir de leur abri à peine plus large qu'un parapluie. Comme s'ils ne pouvaient pas aller voir ailleurs, ils se rapprochent déjà de la véranda. Tapis dans sa cachette, Dominique les entend parler. Quand le talkie-walkie des agents retentit faisant l'effet d'une alarme dans l'esprit de Dominique. Sa tension est au maximum, son cœur bat à nouveau la chamade. Elle est à la fois tendue mais sereine, confiante. Cette nervosité n'est que physique et n'a rien à voir avec les angoisses connues précédemment. Elle attendra une nouvelle opportunité. « Oui, dit l'agent. Tout est OK. Non, personne ne s'est approché. Oh, bah oui, une belle averse, hein. Si, il viendra. Nous l'attendons avant la nuit, j'espère. Terminé. Qui attendent-ils, Joe Bennett ou Christopher? Qu'ont-ils en commun ces deux-là? Pour la seconde fois, cette hypothèse lui effleure l'esprit, aussi invraisemblable soit-elle. Alors que l'on pourrait penser les éléments contraires à l'évolution de son dernier défi, le ciel décidément de la partie s'orne d'un magnifique arc-en-ciel. Un cadeau divin, comme si Lady Anna lançait un pont fleuri entre elle-même et Dominique, un signe d'encouragement, un remerciement ou un adieu. Les policiers n'en finissent pas de s'extasier, tournant résolument le dos à la cage de verre. La voleuse, en toute assurance, n'hésite plus, son attention toujours en éveil, elle prend la dernière statue avec une étonnante facilité. Embusquée avec ses 3 trophées, elle considère l'essentiel de sa mission terminée. Elle s'autorise à souffler un peu et savoure cette étape à l'abri des regards. Un tas de chiffons trouvés à portée de main feront l'affaire et lui permettront d'emmailloter chacune des statues individuellement, de sorte à les protéger à la fois des chocs et des indiscrétions. Il lui reste à remonter jusqu'à la grille. Elle fera 3 allers-retours avec juste les désagréments rencontrés à l'aller, moins la crainte et la pression, autant dire rien, comparativement à ce qui a été fait jusque-là. Auprès de la grille, elle retrouve son sac qui va enfin trouver son utilité. Dominique y dispose 2 des poteries délicatement couchées l'une sur l'autre. La 3e sera tenue au bras, enroulée dans son caouet. À l'instant où elle referme la grille derrière elle, son chargement lui arrache les épaules. Elle marche cependant avec détermination, bien que la terre collante lui alourdisse les pas. Il pleuvasse à nouveau, son vêtement sur le bras pourrait bien éveiller les soupçons. Dominique est sur la défensive, bien décidée à ne pas se laisser ennuyer par des questions. Ce n'est pas cette poussière d'eau, à présent, qui lui posera problème. Faisons-lui confiance, elle saura, le cas échéant, décourager les curieux. En peu de temps, elle est à nouveau aux abords de l'auberge. La course est maintenant terminée. Sur le podium, les vainqueurs reçoivent coupes et compliments du jury, tandis que les flashs déchirent de leur blancheur la grisaille du temps. Évidemment, Stéphane est là avec son air de se ficher du monde. Pour quelle fichue journée! Les badauds, indifférents à la pluie, applaudissent et commentent. Et oui, si Michel avait été en forme! Et si la verrouille de Marc avait tenu le coup!
Dominique passe derrière eux, retenant son souffle, croisant les doigts pour ne pas être remarquée, alors qu'elle traverse le hall de réception, l'air pitoyable, chargée comme une mule et les cheveux plats. Christelle, du haut de sa grandeur souveraine, daigne l'interpeller. « Des minéraux, Dominique ?» Celle-ci acquiesce sans pour autant freiner son allure. Elle n'a pas envie de développer le sujet et se soucie guère de ce que peut penser d'elle cette pain-bêche. Dominique a autre chose en tête. Elle se demande bien où elle va retrouver Joe. Il a sûrement dû quitter la terrasse en raison de la pluie, personne ne saurait le lui reprocher. Refermant enfin sur elle la porte de sa chambre, courbaturée, fatiguée, presque morte, elle se sent remplie d'un sentiment très agréable, une délicieuse satisfaction. Il lui reste encore à rendre la clé empruntée à Sidi. Elle compte s'en défaire au plus vite, mais avant tout, une douche chaude et le confort de vêtements bien secs sont ses priorités. Les 3 statues passent de justesse sous le lit. Parfait, ça ira très bien pour le moment. Maintenant qu'il se débrouille, le héros. Après avoir troqué son peignoir de bain contre ses habits noirs de service, Dominique s'avance dans le couloir sombre où sont alignées les portes étroites des chambrettes du personnel. Dominique a la sienne tout de suite à gauche, en face de celle du Pouffine et juste avant les sanitaires. Elle s'avance donc au-delà de son espace habituel, la clé cachée dans le creux de sa main moite. À cette heure-ci, il y a davantage de risques de mouvement à l'étage. Chacun apprécie de se retrouver un peu chez soi avant le dîner. Il n'est d'ailleurs pas exclu que Sidi soit lui aussi dans sa chambre. La barmaid a confiance en son sens de l'improvisation. Elle tente sa chance et compte bien se débarrasser de son dernier tracas en même temps que de cette clé. Elle frappe. Pas de réponse, se risque à pousser lentement la porte, puis s'enhardit à passer la tête. « Sidi » ? Personne. Après un nouveau coup d'œil furtif dans le couloir, elle se précipite. Avec la précision d'un horloger, elle accroche la clé au clou. Mission accomplie. À l'instant où libérée, elle s'apprête à quitter les lieux, Sidi débouche au fond du couloir. Trop tôt ou trop tard ? Dominique feint de ne pas l'avoir aperçue et a le réflexe de toquer à la porte qu'elle vient tout juste de refermer, allant même jusqu'à y coller son oreille, comme pour mieux entendre, une invitation improbable à rentrer. « Oh, je suis là, Dominique !»« Ah, Sidi, je te cherchais, je voulais te dire ce matin. Carmen, hein ? Oh, c'est gentil, mais ce n'est rien. Tu parles, on la connaît. » À l'instant où Sidi pousse la porte et pénètre dans sa chambre, la clé se balance encore au clou, comme prise de folie, ou seul signe précurseur d'un séisme imminent. « Entre un moment si tu veux. » L'invitation est sincère, Sidi comprend mal son rejet. « Non, Sidi, je vais manger, merci. » Le merci est peut-être de trop, c'est le mot passe-partout des gens du commerce. Merci de quoi ? Aurait pu s'interroger Sidi. Toujours est-il que ce n'est peut-être qu'une impression, mais il semblerait que notre jardinier regarde Dominique avec des yeux de merlan frit. Suspicieux ou amoureux ? Se ferait-il des idées ? Comment interprète-t-il le coup d'œil complice de la veille et cette visite à sa chambre malgré le refus d'y rentrer ? La jeune femme n'a rien remarqué, ravie, elle se félicite. Sa mission est une réussite totale. Il lui reste maintenant à reprendre son travail et à rentrer en contact avec M. Bennett Joe. Elle espère bien qu'il daignera cette fois lui accorder un regard. Le dîner du personnel est servi à 18h30. Dominique n'a pas faim du tout et la dernière chose dont elle ait envie, c'est bien de s'asseoir à table avec ses collègues de travail. Ne pas se présenter au repas éveillerait à coup sûr des soupçons. Elle va donc devoir faire face à ces mêmes visages et écouter une fois encore leurs mêmes inepties. Sidi, qui s'est douché tout beau, ne tarde pas à pénétrer lui aussi à l'office. Il s'assoit à la droite de Dominique. Cette dernière lui adresse un sourire franc, amical. Et voilà qu'il colle son genou bien serré contre celui de Dominique. Il ne manquait plus que cela. La barmaid décide d'ignorer cette audace.
Elle ne veut pas froisser son ami et lui faire de la peine, mais refuse d'encourager ses avances. Elle s'empresse de déplacer sa jambe sans même lui accorder un regard désapprobateur. Vite fait, bien fait. Notre barmaid engloutit son semblant de repas. S'il lui pèse sur l'estomac, ce ne sera pas par la quantité, mais la rapidité d'absorption, défiant toutes les règles diététiques. Elle ne se souvient pas d'avoir été aussi pressée de reprendre son travail, de les laisser tous là, dans cet office où flotte une odeur de nourriture refroidie, une odeur de servitude. Ils l'embêtent tous, avec leurs blagues creuses et leurs questions. Il faut toujours s'expliquer, rendre des comptes. Hier encore, elle aurait souri, acquiescée peut-être. Maintenant, cette cohabitation lui pèse. Elle se sent perdre patience. La jeune femme se retient, ne pouvant leur confier que cet instant précis marque pour elle l'hosanna d'un nouvel âge. Elle préfère se taire et les laisser là, en plan, minuscule. Elle débarrasse son assiette et prétexte que « c'est la fête, monsieur Allens, à cette heure, aura du mal à tenir le coup seul derrière le comptoir. » Heureusement, il pleut. Bon, enfin, si on peut dire. La terrasse sera vide. « Oui, salut tout le monde !» Ce n'est pas si simple, mais elle ne s'en est pas trop mal sortie. À l'instant où elle regagne son poste de travail, elle a laissé son irritabilité dans la salle du personnel ou quelque part en chemin, qu'importe. Elle apparaît tout sourire comme à son habitude. Bon, c'est vrai qu'elle est plutôt en avance. Qui s'en plaindrait? Machinalement, M. Allens consulte sa montre et l'accueille avec un mot aimable. Tout le monde semble s'amuser, tout semble aller pour le mieux. La fête aura été une réussite cette fois encore. Bien sûr, il a plu. Bon, oui, mais ça vaut mieux que... Bon, rien de tel que le brouhaha du bar et la fumée des cigarettes pour masquer ses sentiments. Les deux imperméables n'ont pas bougé d'un pouce. En revanche, ils se sont mis au jus de fruits. La planque aura été plus longue que prévu. Eux aussi regardent leur montre. Ce doit être épidémique. Comme Dominique l'avait prédit en partant, leurs sourires niais se sont émoussés. Elle les salue aimablement, non sans une pointe de fine ironie qu'ils ne détecteront pas. Depuis son entrée au bar, elle n'a qu'une idée en tête, localiser Joe afin d'établir le contact avec lui. Elle le cherche du regard le plus discrètement possible. Où est-il passé? Pourvu qu'il n'ait pas été repéré, trahi, arrêté. Tout de suite accaparé, Dominique n'a pas trop de deux mains pour satisfaire les assoiffés. Les verres se tendent, chacun demande à être servi avec la même exigence. Les bouteilles se vident. La barmaid vise le magnum de Bourbon quasiment asséché. Elle se demande bien dans quelle proportion son protégé a pu contribuer à cette baisse significative de niveau. Alors qu'elle change en vrai cette fois la bouteille de Black and White, elle surprend une conversation dans la cabine, une conversation qui l'interpelle. « Complice, il a un complice. Comptez sur moi. Vous connaissez mes méthodes. Je vous rappelle. » Qui peut parler en ces termes et de matière si particulière avec un accent tellement rond qu'il frise la caricature? Sans cesser pour autant de trifouiller son optique de whisky, elle tourne la tête vers la droite. 1 et 2, les types en imperméable sont bien là. Tous deux à leur place à l'extrémité du comptoir. Il est trop tôt pour un nouveau challenge. Dominique refuse de se laisser distraire une nouvelle fois. Elle opte donc pour la version la plus conciliante. Elle aura mal entendu ou carrément eu la berlue. Certainement que la fatigue aura fait déborder son imagination, actuellement en surchauffe. De toute façon, ça commence à lasser maintenant ces histoires. Il n'y a tout de même pas que de la canaille partout. Dominique ne verra pas l'individu patibulaire sortir de la cabine, car à cet instant, le Pouffine, l'air satisfait, l'interpelle, cognant 2 verres vides sur le comptoir. « Hé, Domi, alors quoi? Il a soif le Pouffine? Un double bourbon pour mon ami et un double whisky pour le Pouffine. Formidable !» dit-il, rayonnant de satisfaction tout en se frappant la poitrine, probablement par crainte de confusion. Si nous étions en Provence, le Pouffine serait qualifié de brave. Rien à voir avec les vaillants chevaliers de jadis, non. Un bon gars.
Gentil garçon, un peu simple, le ravi de la crèche en quelque sorte. Le Pouffin en impose par sa corpulence, mais sa sensibilité ne peut qu'attendrir et émouvoir quiconque le connaît vraiment. Il se dandine d'une jambe sur l'autre en complète extase et ne sait dire essentiellement que « formidable ». À tout instant, il le place. Un peu comme un perroquet, au vocabulaire restreint, il amuse tout le monde, ce qui lui vaut des coups à boire gratos. Que ne ferait-on pas? La clientèle des bars est bon public, formidable, accompagné du balancement suffit à distraire. Ce qui pourrait prouver que le succès est facile, à condition toutefois qu'il n'y en ait pas plusieurs comme lui dans les environs. Toujours est-il que, pendant ce temps, le Pouffin boit à l'œil. Dominique travaille, tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ne changez rien, il y a de la place pour tous. Chacun s'y retrouve, même le vendeur, le livreur et le producteur de boissons, sans parler de M. Allens et même le fisc. Dominique ne sait pas bien où travaille le Pouffin, elle n'est pas curieuse de ces choses-là. Un jour, en gage d'amitié, il lui a apporté, enroulée dans un grand mouchoir, une encre marine en cuivre ou en laiton. Il l'avait façonnée personnellement à son intention. La jeune fille en conclut qu'il travaille dans la métallurgie. Elle s'est jurée de garder ce présent à jamais, en souvenir de cette amitié pure et désintéressée. Et voilà donc où était passé Joe Bennett. Il s'est accoquiné avec le Pouffin. Il ne semble menacé d'aucun péril, si ce n'est de tomber de sa chaise. Les gens simples sont comme les gamins, ils font vite connaissance. Ne croirait-on pas que ces deux-là complotent depuis l'enfance? Dominique observe le Pouffin transportant à grand-peine à travers le bar les 2 verres fraîchement servis. Il partage généreusement le doux nectar avec le revêtement de sol. Le marchand de moquettes va aussi se frotter les mains. Il faut admettre qu'à lui seul, le Pouffin fait marcher l'économie. S'il n'existait pas, il faudrait vite l'inventer. Tous deux sont dans un même état d'ébriété. Il y a comme un flou dans leurs regards. Si vous réussissez à les fixer au risque d'être entraîné dans leur pérégrination, vous aurez peine à vous situer, victime du mal de mer, celui du grand large. Bref, ça tangue un maximum. Il y a bien longtemps que le Pouffin n'a pas ramassé une telle biture. Il apprécie le whisky, en fin de journée, certes, mais il est généralement raisonnable et sait poser sa main sur son verre vide quand trop c'est trop. Il faut croire qu'aujourd'hui est un jour particulier, une parenthèse pour tous. Souhaitons que ce ne soit pas la nouvelle tendance à l'aube de ce 21e siècle. Il faut préciser que ce n'est pas tous les jours qu'un nouvel ami, tout droit arrivé de Nowhereland, se montre aussi généreux. Celui-ci est même royal. Ben quoi? Il faut bien passer le temps, Wick, semble dire Joe du fond du bar, regardant Dominique l'air faussement désolé. Dominique, flairant le danger, ne soutiendra pas son regard, craignant subitement qu'il ne lui crie à travers la pièce quelque chose comme « Alors, tu l'as la statue, de quoi elle a l'air, montre !» Enfin, une gaffe énorme, une véritable catastrophe de ce style, quasiment impossible à rattraper. Dominique décide donc avec sagesse que pour aujourd'hui, ça suffit. Il fera jour demain. D'ailleurs, gageons qu'il ne se souvient de rien. Laissons-les tous deux jouer aux fléchettes dans un recoin aménagé exprès, tout au fond du bar. Oh, fort judicieusement d'ailleurs, car vu l'état des 2 compères, il aurait fallu sinon relier les fléchettes à la cible avec un élastique par souci de sécurité. Inutile de s'éparpiller. Le flot des buveurs entrant, sortant, devrait suffire à combler la fin de cette interminable journée. Les aiguilles de l'horloge, prises de paresse, n'en finissaient pas de faire le tour du cadran. La fatigue accumulée se fait sentir. Dominique a mal à la tête et ses pieds, enflammés, supplient pour du repos. La fumée lui pique aussi les yeux, à moins que ce ne soit autre chose. Dans cet établissement, l'heure officielle de fermeture, c'est 11 heures. Aussi surprenant qu'il puisse paraître,
Il règne dans ce domaine une discipline exemplaire. Non seulement personne ne sera servi après 11 heures, ceci à n'importe quel prix, mais c'est l'heure où chacun devra libérer les lieux, abandonnant sur place verres, discussions et amis. C'est le moment où tous, sans exception, trouveront leur place pour la nuit. Ils sont tous partis, les imperméables, les amateurs de verrouille, le Pouffine et son nouvel ami, ainsi que tous les autres. Dans un dernier effort, la barmaid monte les chaises sur les tables. La tâche ménagère ne lui incombe pas. Jeanne Rive, grande prêtresse, s'en charge, exorcisant l'endroit chaque matin à grands coups de désinfectant. Dominique ne se souvient pas avoir déjà été aussi éreintée. Heureusement, demain c'est son jour de repos. Tant pis si elle se lève à midi. Pour préparer une bonne nuit de sommeil après une rude journée, quand vos pieds brûlent et vos jambes dansent des pas saccadés incontrôlables, il n'est pas aisé de faire le vide dans sa tête. Penser à quelque chose d'agréable s'impose. Pour certains d'entre nous, ce sera la mer et les bateaux. Pour d'autres, la musique classique, l'ambiance feutrée d'un opéra. Dominique, qui ne connaît ni la mer, ni l'art lyrique, se réfugie dans la verdure et les moutons. En général, ça fonctionne plutôt bien. Il lui suffit de les visionner autour d'elle pour se sentir aussitôt apaisée. Il est très rare qu'elle doive les compter. Il lui faut être très prudente et ne pas dévier vers le cauchemar de la boucherie ou de la pollution qui viendrait tout gâcher. En lévitation au-dessus de l'herbe grasse, elle perçoit jusqu'aux souffles et bêlements des ovins imaginaires. Bercée entre rêve et réalité, puis, entre rêve et rêve, elle s'envole et glisse avec délice vers un sommeil aussi réparateur que mérité. C'est alors que l'on frappe timidement à la porte. « Qui est là ? Sidi ?» Les pas s'éloignent. C'est malin, où sont passés les moutons ? Heureusement, ils ne courent pas très vite. La fatigue aidant, la jeune femme ne tarde pas à se rendormir pour de bon. Mais pas pour bien longtemps, car moins d'une heure plus tard, la porte de sa chambre s'ouvre sur notre ami, Joe Bennett. Ça faisait longtemps. Celui-ci avait trouvé asile dans la chambre du Pouffine. Il s'est levé pour utiliser les toilettes et, au retour, il a confondu sa droite et sa gauche. C'est aussi simple que cela. Le voici donc maintenant, couché à côté de Dominique, ronflant déjà et tirant les draps à lui. Alors là, c'est tout de même la meilleure. Dominique se sent persécutée. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela ? Qu'est-ce que ce mec fait là, dans son lit ? Agacée, elle se dit qu'il doit bien avoir un chez lui, avec une femme attitrée, bêcheuse et filasse. Filasse, c'est le terme utilisé par les filles comme Dominique pour dépeindre une rivale plus grande et plus mince qu'elle. Cette femme légitime doit dormir sur ses deux oreilles, elle. Cette fois-ci, le loup est bel et bien rentré dans la bergerie. Inutile d'espérer rassembler le troupeau, la nuit sera longue. Si Dominique peut compter ses amants sur les doigts d'une main, c'est qu'elle n'a pas eu davantage de postulants. Personne n'avait jusque-là atterri de cette manière dans son lit. Collée contre le mur recroquevillé en chien de fusil, elle sent maintenant le grand corps somnolent de Joe épouser sa position en boitant ses genoux dans les siens. Il s'agit d'une expérience nouvelle. Dormir avec un inconnu sans qu'il soit question de galipettes acrobatiques, sans le regarder se réajuster et se sauver le regard fuyant et coupable aussitôt après l'acte sexuel. Comme un vieux couple riche de 1000 ans d'amour, il pose maintenant son bras lourd sur elle, comme pour se l'approprier. La jeune femme devine le sexe mâle endormi contre sa croupe. Elle se sent fondre, s'abandonnant avec volupté à cette jouissance imaginaire. Il ne se passera rien, mais elle n'oubliera jamais cette étreinte. Les moutons curieux reviendront. Le loup n'est pas féroce,
Dominique se rendormira.